Eh bien, bonjour à tous, bienvenue au casino, bienvenue pour les nouveaux arrivants, il y en a qui étaient déjà là tout à l'heure, pour cette journée donc consacrée au logement sur l'île Dieu. Alors, si vous êtes propriétaire, locataire, résident principal, secondaire, si vous êtes en recherche de logement ou si vous êtes juste intéressé par tous ces enjeux, eh bien justement, c'est l'occasion d'aborder dans cette journée diverses problématiques qui sont liées au logement, et puis explorer des solutions, présenter des organismes qui sont là pour vous aider. On vous les présentera tout à l'heure. Et puis présenter les projets de la mairie également concernant donc l'immobilier. Donc on a parlé tout à l'heure, juste avant, de la transmission du patrimoine familial, voilà, pour ceux qui étaient là avant. Maintenant, on va s'intéresser à la résidence permanente sur l'île Dieu et sur la location donc à l'année. Et puis la troisième table ronde, juste après, on parlera des actions, du bilan et puis des projets de la mairie de l'île Dieu. Alors avec nous aujourd'hui, donc on a Emmanuel Maillard, donc délégué à la vie économique de la mairie de l'île Dieu. Juste pour dire un petit mot donc pour le début de cette table ronde. Oui, merci. Bonsoir à tous. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, je vais un peu me répéter, mais donc il y a 2 ans, 3 ans, on avait fait une semaine du logement qui était plus sur le diagnostic. On s'est mis au travail. Et là, sur la journée du logement qu'on a voulu faire aujourd'hui, il y aura ce soir une réunion publique où on va redonner tout ce qu'on est en train de faire et ce qu'on essaye de faire. Et puis, on avait identifié 2 thèmes qu'on voulait mettre un peu en avant, qui sont la réunion qui a eu lieu à 16h30, enfin bref, qui était sur la transmission du patrimoine pour aider les gens à ne pas perdre leurs biens quand il y a héritage, pour pas que les enfants se retrouvent obligatoirement à vendre, donc essayer de trouver des solutions pour que les maisons restent dans les familles. Et l'autre sujet, c'était le parc locatif et donc la location à l'année, puisqu'on a un souci sur le foncier, sur l'accession à la propriété, mais on a aussi une perte du parc locatif. Donc on a un souci, c'est qu'on a plus de demandes que d'offres sur le parc locatif, d'où la réunion de maintenant. Voilà, merci. Alors pour nous aider aujourd'hui, on a donc également Julie, donc de l'ADIL, c'est l'association d'information, l'agence d'information sur le logement et de l'énergie de la Vendée. Bonjour Julie. Bonjour également Bruno, donc de l'association Solia et l'association Élise en compagnie de Mathias. Donc ils s'échangeront donc plusieurs sujets dont on va parler ce soir. On va parler donc des obligations et des droits de chacun des locataires et des propriétaires. On parlera des différents baux qui existent, de leur durée, la résiliation. Enfin voilà, il y a plein de questions aussi. Sur le loyer, on parlera des garanties d'impayés en cas d'impayé justement, ou en cas de dégradation du logement avec la garantie Visal notamment. On parlera de fiscalité, de l'aide communale à la remise en location annuelle. On parlera également la rénovation du logement locatif et puis quelques exemples ensuite, donc avec des chiffres et tout, comme ça vous comprendrez tout bien. On va commencer tout d'abord par vous présenter l'ADIL avec Julie. Voilà. Donc, l'ADIL, Agence départementale d'information sur le logement, a 3 pôles. Un pôle énergie, un petit peu comme Élise et Solia. Un pôle observatoire qui rend des études sur le parc locatif privé et le pôle juridique dont je fais partie. Les missions juridiques de l'ADIL sont définies par le Code de la construction et de l'habitation, qui est de délivrer un conseil juridique gratuit, neutre, mais personnalisé sur toutes les thématiques relatives au logement, notamment l'accession, la location, la fiscalité, la construction, etc. Ce soir, donc nous intervenons tous autour donc de la thématique louer son logement à l'année. Donc, je vais vous apporter une vision juridique donc de la location à l'année ou en résidence principale et vous parler essentiellement d'une loi, la fameuse loi de 1989. Elle est aussi appelée loi tendant à l'équilibre des rapports entre les bailleurs et les locataires. D'accord ? Mais on va essayer de la présenter aussi sous forme de boîte à outils. Donc, on est obligé de faire un point sur la réglementation, mais on va essayer de vous donner des outils avec les combos gagnants, parfois bail, garantie qui va bien, la fiscalité, et avec des exemples chiffrés pour que vous puissiez un petit peu vous projeter. Donc,
c'est une vision un petit peu schématique, donc synthétique. Tout ce que je vais vous dire est vrai, mais peut-être que quand je vais dérouler dans la fiscalité, il va falloir adapter à votre situation personnelle. Et ça, la DIL peut vous proposer des rendez-vous particuliers pour étudier votre cas particulier. D'accord ? Donc, en tant que juriste, commençons tout de suite par les droits et obligations de chacun. Alors, je vais juste rajouter que si vous avez des questions donc sur les sujets dont on va parler, je vais vous demander de lever la main, que je puisse venir avec le micro pour qu'on vous entende bien, puisque la table ronde est enregistrée. Et donc, voilà, si on n'entend pas votre question, ça sera problématique. Et peut-être que l'idée, c'est de finir donc la thématique, constituée d'une ou deux slides. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, les obligations de chacun, du locataire comme du bailleur, elles sont prévues par la loi. Cette loi, elle est d'ordre public. Donc, de suite, la première obligation du locataire, c'est de payer le loyer et les charges. D'accord ? D'utiliser le logement paisiblement, de souscrire une assurance. Il a l'absolue interdiction de sous-louer sans l'autorisation du propriétaire. Néanmoins, la loi autorise un hébergement. Un locataire célibataire peut très bien héberger donc sa petite amie, mais ça signifie une vie commune, c'est-à-dire que le locataire reste sur place. Un locataire ne peut pas quitter tout l'été son logement et mettre quelqu'un d'autre à sa place. Vous voyez, donc la sous-location est interdite. L'hébergement est autorisé, mais pas la sous-location sans accord. Le locataire, il est aussi tenu d'entretenir le logement en bon état. Donc, tout ce qui est l'entretien courant et les menues réparations. Ce sont les termes de la loi. On a aussi un décret qui vient détailler un petit peu dans le détail les obligations du locataire. Par exemple, dès qu'il y a un espace vert, tout ce qui est tonte, mais aussi élagage, c'est à la charge du locataire. Tout ce qui est entretien, donc nettoyage des gouttières, dégorgement des canalisations d'eau pour le locataire, la chaudière, le ramonage. Donc, il a quand même l'obligation de bien entretenir le bien. Et si c'est sa résidence principale, c'est-à-dire que le propriétaire ne peut plus rentrer comme il veut dans ce logement, le locataire a tout de même l'obligation de permettre l'accès au logement en cas de travaux, en cas de nécessité. D'accord ? On bascule sur les obligations du bailleur. Donc, la première obligation du bailleur, c'est au moment de la signature du contrat, c'est au moment de la délivrance. La loi précise qu'il faut qu'il s'agisse d'un logement décent, y compris au niveau de la décence énergétique. On en parlera plus tard avec les autres associations en présence. Le logement décent, c'est celui qui ne porte pas atteinte à la santé du locataire, santé physique ou même morale. Au moment de la délivrance, le bailleur doit établir un contrat de bail par écrit avec toutes les annexes obligatoires. C'est ce qu'on appelle les diagnostics de location. Le DPE, si l'installation électrique a plus de 15 ans, il faut une attestation de conformité de l'installation électrique de moins de 6 ans. Il y a aussi des notices d'information et pardonnez-moi si je résume, mais des papiers un peu plus administratifs que l'on trouve facilement sur Internet et notamment sur notre site. Ce logement doit être en bon état d'usage et de réparation. Tout doit fonctionner. Le logement, le chauffage, l'eau chaude, les ouvertures doivent s'ouvrir, mais aussi se fermer. D'accord ? C'est le bon état d'usage et de réparation. En cours de bail, le propriétaire est tout de même tenu d'effectuer ce qu'on appelle les grosses réparations. Ce sont les interventions qui portent sur toute l'enveloppe du bâtiment. Donc concrètement, c'est la toiture, c'est le ravalement. Ce sont des travaux qui sont à effectuer
tous les 10 ans, tous les 20 ans, mais ça reste toujours à la charge du propriétaire. Donc, une fois que le logement est donné en location, ça devient la résidence principale du locataire. Donc, le propriétaire ne peut plus rentrer dans les lieux loués, sauf invitation, sauf arrangement, accord. La loi nous précise aussi que la discrimination, et il y a des clauses qui sont réputées abusives. C'est-à-dire que même si elles sont écrites dans le contrat de bail, eh bien, elles sont interdites par la loi et c'est comme si elles n'étaient jamais écrites. C'est notamment l'interdiction d'avoir un animal ou bien de fumer. Ça, c'est la vie privée du locataire et le propriétaire ne peut pas s'y opposer, même s'il l'écrit. Et si le locataire ne peut pas s'opposer à l'exécution des travaux dans le logement, le propriétaire doit préalablement tenir informé le locataire de l'exécution de travaux en précisant leur nature, leur calendrier d'intervention. Et s'il s'agit de grosses interventions, d'impact sur la jouissance normale du logement. Voilà ce que nous dit la loi. Est-ce que vous avez des questions? Alors, une question. Donc, c'était pour l'électricité. Donc, s'il faut le faire plus de 15 ans, un truc de 6 ans, ça veut dire qu'il faut faire venir le consuel pour la vérification électrique? Alors, le consuel, c'est au moment de la mise en service de l'installation. Et cette obligation, elle ne porte que lorsque vous signez un nouveau contrat de bail. D'accord ? Un locataire qui reste donc plus de 6 ans dans le logement, vous n'allez pas lui fournir tous les 6 ans une attestation de conformité. Par contre, si vous mettez en location un logement assez ancien, dont les derniers travaux d'électricité remontent à plus de 15 ans, vous êtes dans l'obligation, au moment de la conclusion, d'annexer au bail cette fameuse attestation de conformité de l'installation électrique, qui est faite par un électricien, pas par le consuel. Aux normes si on remet un logement en 2023, aux normes de 2023, forcément. L'attestation de conformité se fera à la date d'établissement du document. Il n'y a pas de grosses modifications, mais c'est pour l'électricité. Voilà. L'électricité peut constituer un danger pour l'occupant. Donc, On a une autre question. Bonjour, merci. Dans les grandes villes, on parle de DPE. Aujourd'hui, sur l'île, on parlera aussi de DPE. C'est la loi. C'est la loi. Après, ce qu'on peut dire sur l'actualité, c'est que lundi, à l'Assemblée nationale, il y a eu une proposition de loi qui a été votée, notamment pour rééquilibrer la fiscalité entre les meublés de tourisme et les meublés ou les non meublés à l'année, enfin en location longue durée. C'est-à-dire que pour l'instant, quand vous louez en meublé de tourisme, location touristique, vous avez des énormes avantages par rapport à quand vous louez à l'année. Donc là, les députés, ils ont voté une loi où ils équilibraient la fiscalité. Alors ça doit passer au Sénat, etc. Mais en gros, ils ont voté une loi qui rééquilibre la fiscalité entre les meublés de tourisme et les locations longue durée. Et sur le DPE, c'est la même chose pour l'instant. Quand vous louez à l'année, vous aviez l'obligation de faire un DPE, et quand vous faisiez une location touristique, vous n'étiez pas obligé. Donc limite, vous avez un vieil appart, une vieille maison, vous le mettez en location touristique plutôt que faire des travaux pour vous mettre en conformité. Ça vient d'être voté, donc c'est pas encore appliqué parce que ça doit passer au Sénat, etc. Mais en gros, dans les mois à venir, en fait, qu'on soit en location longue durée ou en location touristique, on aura l'obligation du DPE partout. Après, Gabriel Attal, il a dit mardi qu'il allait s'occuper du DPE, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur donc ces obligations? Une autre question. Par rapport au DPE, qui fait ce contrôle? Où est-ce qu'il faut s'adresser? Alors, c'est un diagnostiqueur qui est certifié tel quel. Il doit donc avoir un numéro d'agrément
Et vous pouvez trouver leurs coordonnées sur les pages blanches sur Internet. Voilà. Alors, moi, je vais faire ma réponse de la DIL. Dans la mesure où on est tenu à donc une obligation de neutralité, on ne vous orientera, nous, la DIL, on ne vous orientera jamais vers un professionnel. On n'a pas de partenariat. En revanche, légalement, ils sont certifiés. Donc, ça doit apparaître clairement, en fait, dans les documents qu'ils vous transmettent, le numéro d'agrément. Tu sais, Manu, si quelqu'un s'installe comme ça ou s'il y a des électriciens qui font... Non, il n'y a pas. Pour le moment. Parce que si, en plus, les meublés doivent le faire, il faudra bien Oui. que quelqu'un s'installe ici, quoi, en fait. Non, ou qu'ils viennent faire des permanences, quoi. Enfin, qu'ils viennent... Ouais, non, mais je suis d'accord. Hein. Alors, on a une autre question. Oui, c'est par rapport au DPE. Ce que vous dites pas, c'est que il y a un quiproquo dans le sens où les députés ont voté, mais si on fait classer notre DPE, si on est les 2 dernières étiquettes, on ne pourra pas louer à l'année. Et du coup, comme le parc est vieillissant en France, il y a une question qui s'est posée où certains propriétaires vont faire de revendre. Du coup, ça repassera peut-être en meublé touristique. Ah, je ne parle pas de l'île-dieu, je parle en général. Du coup, il me semblait qu'il y avait certains députés qui en fait, c'était pas encore clair cette histoire en fait de DPE, parce qu'il y avait entre guillemets une norme qui rajoute une autre norme, et du coup, les gens ils vont vendre tout simplement, ils vont pas faire des travaux s'ils peuvent pas louer le logement à l'année ou même en Airbnb quoi en fait. Alors très concrètement, là, on parlait de l'obligation d'avoir un DPE. La question que vous posez, c'est sur les conséquences du résultat du DPE qui est vu par la suite, notamment les conséquences vis-à-vis du loyer, et à enchaîner, qui sera enchaîné avec donc les collègues donc de la rénovation énergétique pour vous présenter toutes les aides pour justement mettre en location des biens décents énergétiquement. Oui, mais les aides ne paieront pas les travaux à l'intégralité. Voilà. Enfin, La suite dans quelques slides. On va en parler tout à l'heure. Donc là, on a parlé des obligations donc, des locataires et des bailleurs. On a une dernière question sur ce sujet. Il y a plein de sujets à voir. Donc. Non, sur la fiscalité, en fait. La fiscalité, actuellement, pour le logement à l'année, elle est de 30%, mais sur le microfoncier seulement. Oui, mais en meublé, elle peut être de 50%. Oui, voilà. okay. On mais en discute dans quelques slides. Aussi, la fiscalité aussi. Il y a plein de choses à voir. Alors après ces obligations, on va parler du bail. Il y a différents bails, différents baux qui existent. Exactement. Je vais rester sur la partie un petit peu juridique avec vraiment ce contrat de bail. Comme la loi pose des cases, il faut que vous choisissiez une case et il y aura des conséquences fiscales. Mais je vais commencer par vous présenter ce que j'appelle les cases. Donc, quel bail? Est-ce que c'est un bail? Alors, c'est une résidence principale, hein. Donc, ce n'est pas saisonnier. Pour les résidences principales, vous avez le choix entre une location meublée ou vide. Et je vais faire un petit zoom sur le bail mobilité avec la garantie Visale. D'accord? Alors, pardon si je vous encombre de ce que vous savez déjà, mais déjà entendu, quand on parle de bail pour 1 an ou pour 3 ans, c'est tous les ans ou tous les 3 ans, il ne faut pas refaire un bail. Vous ne pouvez pas reprendre le logement tel quel. C'est la résidence principale du locataire. Du coup, le locataire, lui, il met fin au bail quand il veut, sous réserve de respecter son préavis. Le bailleur ne peut mettre fin au bail qu'à l'expiration d'une période de 1 an pour les meublés ou de 3 ans pour les logements vides et pour les motifs prévus par la loi, qui sont la reprise du logement pour une personne, pour le bailleur lui-même, ou un ascendant, ou un descendant, en allant un peu plus loin au niveau de la belle famille. Vous pouvez reprendre aussi le logement pour le revendre, ou, nous dit la loi, pour un motif légitime et sérieux à justifier. Traditionnellement, c'est le non-respect des obligations par le locataire. Un locataire surpris en train de sous-louer son appartement,
en train d'utiliser une cour à usage esthétique en atelier mécanique. Voilà, ce sont des non-respects des obligations du locataire qui pourraient justifier cette reprise du bail du fait de son attitude. Voilà. Et pour entrer dans la case, il y a le modèle de bail avec les différentes durées que je vous ai données qui impacte, c'est au niveau de la délivrance. Dans un logement vide, ça doit être une maison vide. Traditionnellement, c'est juste un évier parce qu'il faut une arrivée d'eau, des équipements de chauffage, et c'est tout. Alors que pour le logement meublé, il faut donc une liste de mobilier minimal prévue par les décrets, qui sont toutes les pièces doivent être garnies de mobilier nécessaire. La chambre doit avoir une laiterie et une couette. La cuisine doit avoir four au micro-ondes, un frigo, une table, une ménagère. Enfin, voilà, le locataire devrait arriver et n'avoir à poser que ses valises pour pouvoir utiliser normalement le bail. Cette obligation de délivrance meublée, elle s'applique aussi pour les baux dits bail mobilité. D'accord ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde la différence entre bail meublé et bail vide ? Parce que dans le tableau récapitulatif, il y a toutes les différences en matière de durée. Donc la durée du bail, c'est-à-dire la possibilité de reprendre le bail tous les 3 ans, tous les ans. Le bail mobilité, c'est un bail spécifique dans la mesure où il est établi pour une durée de 1 mois à 10 mois. Il n'est absolument pas possible de le renouveler. En revanche, à la conclusion du bail, il faut que le propriétaire ait un justificatif qui est une carte d'étudiant ou bien une personne. Donc, très concrètement, ça peut être par exemple un étudiant à l'école de pêche ou bien un saisonnier. Donc là, c'est sûr et certain, il n'y a pas possibilité de reconduire. La durée, elle est fixée dès la conclusion du bail. Le préavis du locataire, il est de 1 mois. Il n'y a pas de dépôt de garantie et les charges locatives, c'est au forfait. Voilà. Je peux dire une chose, ce qu'on voit à l'Île-Dieu, les 10 mois, et on part l'été et on reprend des jeunes, c'est pas du bail mobilité. Hein. C'est du bail illégal. Oui, si c'est un étudiant, un apprenti, un stagiaire, un service civique. On est bien d'accord. Oui, non, mais sinon, ce qu'on voit ici, c'est pas du bail mobilité, quoi. Attention. Très concrètement, ça pourrait être pour reprendre. Donc, ça peut être un étudiant donc à l'école de pêche qui fait un bail de mobilité de la rentrée scolaire à la fin de l'année. Donc, ça doit correspondre octobre, juin, à peu près. Donc, il faut sa carte étudiant. Il a le droit aux allocations logement, hein, et il a le droit aussi à une garantie visale. On en parlera un petit peu par la suite, mais c'est une garantie accordée par l'État qui prend en charge tout ce qui est impayé et dégradation locative, qui est absolument gratuite. Et pour les moins de 30 ans, elle est automatique. Elle se souscrit sur Internet. Et c'est vraiment très rassurant pour le propriétaire qui veut louer à des étudiants. Voilà, c'est... voilà. Le tableau vous paraît clair ? Est-ce que vous avez des questions ? Alors, on a une question. Sur ce qu'a dit monsieur l'adjoint, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'à l'Île-Dieu, il a raison, c'est qu'en fait, il y a des propriétaires qui vont louer à un couple de jeunes et ils vont leur dire en juillet-août, nous, on loue en meublé saisonnier, et après, ils les reprennent au mois de septembre. Dans ce cas-là, quel est le cadre juridique ? Il n'y en a pas, c'est hors loi. Alors, est-ce que vous avez le bail précaire, par exemple ? Non. Non. Non, mais voilà. Enfin, voilà, c'est pour revenir, parce que j'avais pas compris, en fait, l'intervention. Alors, je vais faire ma juriste, hein, c'est une pure analyse. La loi de 1989, elle est d'ordre public, elle s'applique. À partir du moment où vous ne rentrez pas dans le cadre, vous êtes hors la loi. La conséquence, c'est quoi ? Le propriétaire a repris illégalement le bien. C'est clair, c'est soit le locataire part volontairement et il donne un préavis, donc c'est une reprise illégale.
Or, il y a un délit pénal que je ne sais plus. C'est alors pour que ça. Alors, soit c'est une effraction. Pour que ça soit pénal, ça peut être une effraction de son domicile. Il y a aussi un délit pénal qui est le fait d'user de menaces ou de moyens de coercion pour reprendre un bien, même si le locataire est sans droit ni titre, c'est un délit pénal et c'est puni d'une amende. Je peux vous retrouver l'article. Alors après, on tombe dans le pénal, il faut démontrer des faits détachables. J'ai utilisé le terme de menace, contrainte, effraction. On est quand même dans certains actes. Mais la question, c'est est-ce que le locataire donne librement un préavis ? Non, de toute façon, c'est illégal. C'est illégal, c'est illégal. Hein. Oui, par la force, Si par la les force deux, des choses. Par la force des choses, oui. Et si les deux parties sont d'accord? Alors, la loi est très claire. La loi est très claire. L'arrangement amiable suppose tout, mais il faut qu'on soit amiable sur le moment présent et puis par la suite. Et après, il peut y avoir un tiers. Je rappelle que je fais vraiment ma juriste. Hein. Je vous donne tous les textes de loi. Après, les juristes, on sait ce que dit la loi, on sait comment elle est appliquée et on sait combien c'est dur de la faire appliquer. Néanmoins, il y a quand même la question, c'est est-ce que le locataire est libre en fait de partir? Non. Pourquoi? Parce qu'il est en situation de vulnérabilité. Il y a quand même une obligation de dénoncer tout ce qui est situation de vulnérabilité. Enfin, vous voyez, si juridiquement on est là entre l'absence de consentement et l'utilisation de moyens coercifs plus un état de vulnérabilité, on pourrait basculer dans le pénal. Le locataire, en fait, serait en droit de rester dans son habitation vu que le bail est illégal, en fait. En tant que juriste, très concrètement, le bail ne correspond pas au case type. C'est donc la loi qui s'applique, qui nous dit qu'il faut voir la commune intention des parties. Et si le locataire n'avait pas vraiment envie, a été contraint d'accepter, on tombe dans la location classique. Donc, pour reprendre son bien, le propriétaire doit soit vendre le logement, soit le reprendre. Est-ce qu'on a d'autres questions sur ce sujet? Bon, apparemment pas. Alors, on va passer à l'autre sujet qui est donc le loyer. Alors, zoom sur le loyer. Au niveau de la fixation, le loyer est libre. On l'a vu et les associations Élise et Solias sont là pour parler tout ce qui est aide, prise en charge de travaux de rénovation énergétique. Donc, l'État ouvre les mannes pour ces subventions et inversement commence à resserrer un petit peu l'étau sur ces fameuses passoires énergétiques. Donc aujourd'hui, nous dit la loi, si la fixation du loyer est libre, aujourd'hui, une passoire énergétique, on ne peut plus augmenter le loyer par rapport au précédent locataire. On ne peut plus, si c'est un F ou G, on ne peut plus réviser le loyer. Et à terme, il y aura une absence de mise en location. Je rejoins les interventions. Il y a déjà eu un calendrier qui a été retardé et il est tout à fait probable que cette absence de mise en location soit de nouveau reportée. Néanmoins, on est quand même dans cette tendance légale qui est inéluctable. Un jour. Donc, sinon, au niveau de la révision du loyer, elle est automatique. Et si elle est prévue dans le bail, dans le contrat clause type, il y a toujours une clause. Il faut juste indiquer le moment de la révision et l'indice. Donc, premier trimestre, deuxième, troisième, etc. On ne peut pas augmenter plus que la demande. Si on oublie de le demander au moment où on peut pas revenir en arrière. Il n'y a pas d'effet rétroactif. Et si on a oublié pendant plus d'un an, c'est fini. C'est présumé abandonné.
D'accord ? La révision, elle a toujours lieu sur le dernier montant des loyers hors charge. Sur le site de l'ANIL, parce que nous, on est agence départementale, mais on a un site qui est Agence nationale d'information sur le logement. En matière d'outils, il y a à la fois ce que j'appelle une calculatrice donc de révision du loyer, parce que vous rentrez juste l'indice de référence, le montant du loyer, et ça vous donne le nouvel indice. Il y a un lien sur la liste publiée par l'INSEE, ainsi qu'une lettre type pour demander la révision. Très concrètement, sur la lettre type, c'est une lettre recommandée, parce que la loi impose que la demande soit faite sous forme de notification, c'est-à-dire que le propriétaire puisse démontrer qu'il l'a demandé à telle date. Mais si ça se passe bien avec votre locataire, un mail, ça suffit. D'accord ? Si, je voulais vous parler aussi d'autre chose. Comme la loi favorise vraiment les travaux de rénovation énergétique parce qu'il y a ce qu'on appelle la contribution aux économies d'énergie, qui est une des rares possibilités où on a d'augmenter, on va dire, les revenus locatifs. La loi de 1989, elle nous dit qu'en cas de travaux... quand vous faites des travaux énergétiques, vous partez toujours d'un DPE qui vous donne une consommation donc électrique de temps que vous pouvez convertir en montant. Le DPE et les collègues font plusieurs scénarios pour vous permettre de gagner une lettre. Concrètement, ça va se traduire par une autre consommation qui est aussi convertible en monnaie sonnante et trébuchante. Quand vous faites la différence, ça vous fait une économie annuelle de 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Vous pourrez le voir peut-être avec les exemples chiffrés. Donc cette économie annuelle, la loi permet d'en répercuter jusqu'à 50% sur le locataire. Très concrètement, pour une économie de 1 200 euros, vous seriez en droit de répercuter 600 euros annuellement sur le locataire pour une durée maximale de 15 ans. Concrètement, au niveau du loyer, il y aurait le loyer, les charges et cette ligne contribution à l'économie d'énergie. En revanche, nous dit la loi, il faut absolument que ça soit annoncé, convenu avant la réalisation des travaux. Et c'est limité dans le temps jusqu'à 15 ans. D'accord ? Alors, est-ce qu'on a des questions sur la partie loyer ? Donc, on va passer à la suite. C'est la garantie Visale que... Oui, voilà. Donc ça, c'était le calendrier qui est aujourd'hui fixé. Donc en fait, alors c'est compliqué parce que la première date G, on peut toujours la mettre en location. Par contre, à partir du 1er février, F ou G, on ne pourra plus les mettre en location. En l'état de la loi actuelle. Voilà. Sauf s'ils arrivent, sauf si la nouvelle loi est passée, adoptée et mise en application, auquel cas on aura sûrement la même chose sur la location touristique. Sachant que le 1er janvier 2003 est devenu le 1er janvier 2025 déjà. Et après, on ne sait pas très bien si la deuxième, le 1er janvier 2025, est devenu plus tard, ou si c'est les deux. Mais en gros, le G, c'est vraiment le G, je ne sais pas si... C'est vraiment des gens qui, quand on arrive à louer quelque chose qui est en G, c'est que vraiment on n'a pas beaucoup de respect pour les gens, les locataires, quoi, globalement. Et donc ça va passer à l'année prochaine. Et puis ça risque de bouger parce qu'un des risques de tout ça, c'est que il y a beaucoup l'industrie, c'est-à-dire tout ce qui est promotion, constructeurs de maisons et d'immeubles, etc., qui ont beaucoup de mal actuellement. Et qui disent que, notamment, un des risques, c'est de dire les gens ne vont pas pouvoir faire les travaux parce qu'ils n'ont pas d'artisans ou ils n'ont pas les moyens, ou etc., ou c'est tellement long à faire les dossiers que le résultat, ils vont vendre. Ou avant, c'était résultat, ils vont mettre ça en Airbnb, quoi. Maintenant, si on se dit que ça va être le même problème pour eux, en gros, ils vont vendre. Et un des risques, et c'est vrai, c'est de se dire qu'en fait,
Des gens qui ont un appartement ou une maison et qui n'y arrivent pas vont le vendre. Qui va l'acheter? Un investisseur qui a déjà 15 baraques et lui, il s'en fout, il a des moyens pour faire les travaux et il continuera à mettre en location. Donc c'est un des risques, ça pourrait être d'encore grossir le multipropriétaire et voilà. Donc ça risque de bouger à cause de ça, quoi. Mais si ça bouge, de toute façon, ça disparaîtra pas. Ça va juste, ils vont juste l'étaler. Mais on y va, quoi. Et en même temps, on peut comprendre que c'est compliqué à mettre en place pour quelqu'un qui a bien tout ça, mais en même temps, le F et le G, à un moment donné, c'est normal que le propriétaire fasse des travaux pour louer quelque chose qui soit correct, quoi. Ça paraît pas scandaleux, quand même. Ouais. De toute façon, toutes les lois, quand il est... Déjà, il ne faut pas que ça parte au Sénat. Alors, si on parle un peu politique, la loi, pour l'instant, elle a été votée, mais pas votée par les Républicains et le RN, qui sont plutôt majoritaires au Sénat. Donc, ça risque de discuter. Ça va passer en commission paritaire. Et à la fin, c'est l'Assemblée qui va décider. Donc, ils vont déjà prendre un temps pour ça. Et après, il y a la mise en application. C'est-à-dire que c'est tout le temps, ils donnent 2 ans ou 3 ans. Ils vont faire comme là. Hein. Ils vont refaire un truc en disant... les gens auront normalement le temps de se retourner, quoi. Alors je vais venir pour les questions parce qu'avec le micro, sinon on ne va pas vous entendre. Effectivement, en juillet, août, les gens ne pourront pas mettre ces normes en pratique pour louer 3 mois dans l'année. Parce qu'il y en a. Honnêtement, le F et le G... Et là, du coup, ils seront obligés de vendre leurs biens. Le F et le G, c'est des trucs... C'est pourri, le F et le G, c'est des maisons non isolées, mais vraiment d'été. Ouais, c'est pas que... Et il y en a pas mal. C'est pas que de la maison non isolée. Hein. C'est pas en état, quoi. Non, le F, il y en a beaucoup et c'est en état. Hein. Ça dépend. Franchement, il y a beaucoup de maisons qui sont F sur les lieux où il y a des gens qui y habitent. Ouais. G, c'est un peu plus délicat, mais F, on y est très vite. Hein. En plus, aujourd'hui, ils regardent quand même beaucoup la consommation. On a d'énormes volumes dans les maisons. Et du coup, les consommations peuvent être importantes avec des maisons isolées. Donc, franchement, sur le F, dire que c'est insalubre, il y a beaucoup de gens qui aimeraient vivre dans du... Oui, enfin, c'est limite, on ne peut pas louer. Pour moi, quand on peut pas louer quelque chose, c'est que c'est insalubre. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, aimeraient louer des maisons dites insalubres parce qu'elles sont F, voire G, y compris sur les lieux, y compris à l'année. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de quoi se loger. Il n'y a personne qui a envie de ça. Il y a des gens qui n'auraient pas le choix et qui l'accepteraient. Mais il n'y a personne qui a envie de vivre dans une maison non isolée, avec de la condensation et des choses comme ça. Tout le monde a envie d'habiter dans une maison plus que correcte. Ils seraient contents d'y habiter parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc quand on n'a pas le choix, on fait des choses qu'on n'a pas envie. Et on les accepte pas, malgré qu'on n'ait pas envie. C'est juste une histoire d'ambition quand même. Non, je dis pas que c'est pas insalubre. Mais je reprends en disant ils aimeraient, c'est pas vrai. Personne n'a envie du moins 10 ans. On l'accepte parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas la même chose. Attends. Il y a beaucoup de gens qui achètent des maisons F qui y vivent, j'en fais partie. Je n'ai pas l'impression de vivre dans un truc. Oui, mais si au même prix vous aviez eu une maison passive, au même prix vous auriez pris une maison passive. Non, mais la même nickel chrome au même prix, vous auriez pris la même nickel chrome. Moi, je te parle de location saisonnière. Non, mais j'entends. Non, mais je sais bien. J'ai le cas. Mais je pourrais te montrer. Hein. Ça, moi, c'est ce qui se passe depuis des années pour ma mère. Justement, ça lui paye une partie de son EHPAD. Mais c'est loué que l'été. Elle est vraiment pas insoluble. Elle est très propre, très nette. Mais néanmoins, c'est pas isolé. Il n'y a pas de double vitrage. Dans ces cas-là, on n'aura plus qu'à vendre. Et puis, malheureusement, tu sais ce qui va se passer. Mais que les agriculteurs. Non, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On en parle tout à l'heure les deux, mais c'est pas le sujet. Non, mais on a 1h30. On parle pas des agriculteurs là. Non, on en reparle tout à l'heure, mais là on va rester sur le logement. Oh, c'est pas une tribune politique. On parle du logement. Laisse, s'il te plaît. On finit sur le logement. On parle des agriculteurs si tu veux à la pause. Pas de souci. Pour l'instant, on va parler des VISAL. Juste pour finir sur ça, le truc, c'est que là-dessus, on n'aura pas la main.
De toute façon, c'est l'État qui va décider un calendrier, des choses comme ça. Moi, j'ai Nous, juste en tant que commune, on deux fera rien. observations. Mais je comprends. J'entends parfaitement la problématique en tant que bailleur, mais sachez que un propriétaire occupant a aussi beaucoup d'aide. Je sais, il faut qu'il accède à la propriété à l'île-dieu, mais peut-être que en réseau, familialement, parce qu'il y a aussi cette notion de transmission du patrimoine que vous avez évoquée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, investir dans de la rénovation énergétique, c'est aussi conserver le patrimoine. Voilà. J'entends. Du coup, pour finir, par rapport à la garantie Visale, donc automatique pour les moins de 30 ans. Donc, par exemple, si vous vouliez louer à des étudiants de l'école de pêche ou à des saisonniers, en étant sûr de pouvoir récupérer votre bien à la fin du bail. Donc, il y a le bail mobilité et cette garantie Visale automatique, gratuite, délivrée par l'État. Vous allez sur le site, vous ouvrez un compte, excusez-moi, vous êtes bailleur, vous demandez au locataire de faire la même chose et ça y est, vous êtes garanti contre les impayés, contre les dégradations locatives, voilà, sans payer une assurance garantie, voilà. Madame. Je vais venir avec le micro parce que. Oui. J'ai eu affaire à Visale, j'ai eu des dégâts et le remboursement n'avait rien à voir avec les travaux qu'on pouvait envisager, quoi, en fait. Donc, comme un peu toutes les assurances, sur le papier, c'est super, effectivement, c'est gratuit, etc. Mais si vraiment vous avez un problème, ça ne va pas couvrir grand-chose, en fait. Alors, c'est curieux parce que j'entends votre retour et c'est intéressant parce que vous êtes le premier retour négatif que j'ai eu, parce que moi, justement, j'ai eu des propriétaires victimes d'impayés et qui disaient que Visale avait tout pris en charge. Là, c'est les dégradations locatives. Il s'agissait de dégradations locatives. Là, on est sur une table ronde à l'île-dieu. Donc déjà, il va falloir trouver immédiatement l'artisan qui va venir réparer, ce qui ne va pas être évident du tout. Donc, vous allez avoir un délai, en fait, pour remettre à la location. Et puis, les prix des artisans ici. Donc, c'est mort, en fait. Donc, dans l'absolu, sur le papier, très bien. Mais dans la réalité, concrètement, ça ne marche pas. Alors, nous, on a fait les travaux nous-mêmes. Et puis, c'est bon, c'est passé. Mais j'avais beaucoup d'espoir dans la garantie Visale. Mais finalement, si ça avait été une garantie privée, ça aurait été la même chose, puisque c'est un problème d'artisan. Oui, non, mais en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en tant que propriétaire, bailleur, à l'année, il y a des risques. Et ce n'est pas les assurances. C'est quelque part, c'est un petit peu un leurre. On peut les assurer, on peut les assumer, ces risques. Ça fait partie de la location, en fait. C'est-à-dire que quand on loue un bien, qu'il soit en saisonnier ou à l'année, il y a un risque. Et la garantie Visale, elle ne le couvrira pas. Je veux dire, faut pas rêver, quoi, en fait, un peu. Mais on peut l'accepter. Il faut au contraire le mettre. Si on fait une colonne avantage-inconvénient, et ben dans les avantages, il va y avoir le loyer qui va tomber régulièrement, ou pas, d'ailleurs. Et dans la case inconvénient, il y a effectivement ce type de risque. Il ne faut pas penser, et surtout à l'île-dieu, que la garantie Visale va couvrir les dégradations éventuelles. Alors, on a une autre question. Oui, dans le même registre que Sylvie, en fait, donc moi je gère une conciergerie sur l'île-dieu pour des résidences secondaires. Et là, j'ai récupéré 2 propriétaires qui louaient à l'année et qui s'en sortent avec des loyers payés, mais avec environ 10 000 à 15 000 euros de travaux suite au départ des clients. Aujourd'hui, la réalité, elle est celle-ci. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des gens, ils ne vont pas payer leur loyer. Et nous, on a des emprunts. Et que la banque ne va pas nous dire en fin d'année, ah ben non, mais tu n'as pas payé ton emprunt. Vous voyez ce que je veux dire? On a aussi ce protect. Pourquoi les gens louent à la saisonnalité? Parce qu'ils gardent une maîtrise de leurs biens. Eux-mêmes, ils rentrent quand ils veulent, il y a des allers-retours. Et aujourd'hui, moi, les gens que je récupère, ils sont franchement dégoûtés d'avoir loué des gens à l'année, pour des gens de l'île-dieu ou pas. Mais la plupart, c'est quand même des gens de chez nous, quoi. Donc, au bout d'un moment, de tirer à boulet rouge sur les locations Airbnb saisonnières, c'est le mal absolu.
Je suis pas si sûr en fait. On est plus dans l'optique d'essayer de vous proposer des boîtes à outils. J'ai entendu que ça ne vous convenait pas dans votre cas. Après, est-ce que c'est une spécificité de Visal ou du coût des travaux et des délais de travaux propres à l'île-dieu? Ça, c'est autre chose. Non, mais quand vous Parce louez. que 15 000 euros de remise en état, c'est quand même. Enfin, j'aurais bien aimé. On en discute tout à l'heure, d'accord? Bah, c'est 2 chambres et 2 chambres à refaire. Alors, bon, on en discute tout à l'heure. Mais on sait que le coût de toute façon à l'île-dieu, même pour ces assureurs dans le privé, commence à avoir des soucis avec même quand c'est avec assurance expertise, commence à avoir des soucis avec les devis qui vont arriver des artisans d'île-dieu. Parce qu'ils ont une certaine norme avec des tableaux par rapport à Île-de-France, des choses comme ça, et on est en train de dépasser ce que les experts reçoivent sur Paris, quoi. Donc les assureurs commencent aussi à tiquer là-dessus. Il va y avoir un peu le même souci que ce que tu amenais, quoi. Et c'est vrai que c'est un souci, hein, un vrai. C'est un vrai frein. Alors, pour la garantie Visal. On a fini avec Visal. Ouais, on va passer à la fiscalité maintenant. Alors, on va passer à l'aide communale. Donc, si vous voulez, si vous louez donc une location à la saison et que vous voulez passer à la location à l'année, la mairie vous propose une aide financière. En fait, on est parti. C'est pas une histoire que la location saisonnière s'est attirée à boulet rouge, c'est de la réguler. Ce que veulent faire tous les territoires touristiques, en fait, hein. C'est de rééquilibrer les usages en termes de logement sur les territoires, que ce soit en montagne, dans le sud-ouest, en Bretagne, en Corse, etc. C'est arriver à rééquilibrer les différents usages entre un usage de résidence permanente, un usage de villégiature, la résidence secondaire, un usage touristique, donc que ce soit de l'hôtellerie et de la location touristique, un usage pour des saisonniers, un usage pour des travailleurs, parce qu'on a besoin, et on a aussi à l'île-dieu, comme sur toutes les îles, on a besoin d'avoir des logements pour recevoir des spécialistes, des médecins, etc. Donc en fait, il faut arriver à retrouver un équilibre de tous ces usages. Donc partant de là, en fait, avec cette difficulté du coût du bâti, du coût de la construction, et donc de la difficulté de pouvoir passer d'un usage du Airbnb, on va dire, enfin de la location touristique qui est rentable et qui, comme tu l'as dit, qui a plein de facilités, et en plus fiscalement qui était carrément aidé par rapport à la location à l'année, c'était de voir comment on peut aider à faire le passage de l'un à l'autre. Donc on est en train de travailler dessus, c'est-à-dire qu'on cherche, alors il y avait les garanties, on cherche ce qu'on pourrait faire, aider les gens à rédiger un bail, peut-être aider les gens, à les accompagner sur tout ce processus, etc. On n'est pas encore arrivé à pouvoir offrir un vrai dispositif d'aide et d'accompagnement. On n'est pas encore mûr là-dessus. Par contre, on avait réussi, donc on a fait cette aide financière qui est une aide financière qui va de 5 000, c'est une part fixe, jusqu'à 8 000 en part variable suivant la surface du logement. Donc toute personne qui veut mettre un logement à l'année actuellement, soit on passe de saisonnier en location à l'année, soit on a un projet, on fait une construction d'un studio, d'un appartement aussi, qu'on veut mettre à l'année. Nous, on va faire on va donner 5 000 à 8 000 euros si en échange il y a on s'engage à louer le bien pendant 3 ans à une personne, donc un résident principal. Donc ça, on a commencé à le faire à l'automne. On a fait un peu de publicité. On a eu 2 dossiers acceptés. On en a 3 en cours d'études et on a pas mal. On a quelques dizaines de gens qui sont venus se renseigner là-dessus et qui sont des gens qui sont en train d'étudier. Donc, soit ça leur permet de finir leurs travaux, soit ça leur permet de boucler un financement ou d'équilibrer leur truc. Et ils ont envie de passer à la location à l'année pour ça. Donc, voilà. Ouais. Oui. Nous, on a 2 logements, en fait, un logement qu'on loue à l'année et un logement qu'on loue en saisonnier. Oui. Et actuellement, on se pose des questions, effectivement, pour celui qu'on a en saisonnier, éventuellement le passer. Est-ce que la commune fera comme l'État
est-ce qu'il faudra des artisans DPE, des machins, des trucs? Non. Ou est-ce que vous accepterez Oui. des travaux faits par les... Oui. D'accord, c'était ma question. Oui. Et l'aide, elle est donnée sur les 3 ans. J'ai oublié, on ne donne pas les 5 000 directs, tous les 5 ou 8 000, on en donne une partie, puis après on redonne au fur et à mesure. Non, exactement. Oui. C'est-à-dire qu'au début, c'était une aide qui existait avec le guichet unique, qui était par rapport à la transition énergétique et l'amélioration. Et en fait, elle nous bloquait pour plein de choses où les projets qu'on voyait, en fait, on était trop contraints en respectant. Donc, on l'a sorti des histoires du guichet unique et d'un dossier RGE, etc., en disant on fait ça et toute personne qui vient mettre quelque chose à l'année, on l'aide. Oui. Non. Non, on peut être en G? Non. Si on peut pour l'instant. Et quelle est la fiscalité que le bailleur aura à payer sur cette aide? Non, faut pas être en G. Non, G, non. Pardon? Quelle fiscalité pour cette aide? Ah, j'en sais rien. Ça rentre dans vos revenus. Oui, c'est vrai. Ça rentre dans des revenus. Ça rentre dans les revenus, mais dans quelle catégorie? Normalement, les subventions, c'est toujours net d'impôt, mais est-ce que c'est considéré comme une subvention? Oui, c'est une subvention. C'est une Donc, subvention, ça donc rentre c'est dans- comme l'aide Covid, c'est défiscalisé. Un spécialiste. Là. Donc, catégorie revenu foncier ou subvention? Je n'ai pas suivi. Ouais. Oui, donc ça sera fiscalisé comme les revenus fonciers. Donc à 50%. On a une autre question? Oui, bonjour. Moi, c'est pour sur du neuf. J'ai pas quand tu as un projet neuf, tu peux pas avoir cette aide-là. Si. Aussi, tu peux. Oui. Ok. Bon, ça, au début, on n'y avait pas pensé, clairement, parce qu'on était parti sur l'idée d'aider le passage de l'un à l'autre. Et en fait, comme on a vu arriver des projets de gens qui se disaient tiens, j'ai investi pour construire quelque chose et j'ai envie de le mettre en location à l'année. Et là, on a bien conscience que quand tu investis au taux qu'il y a actuellement, au coût de la construction, etc., de toute façon, ça colle pas bien pour faire de la location à l'année. Donc là, on s'est dit non, il faut l'ouvrir aussi à ceux qui veulent faire l'effort. Parce qu'il y a si on prend, il faut être clair, si on prend les conditions de coût, de rentabilité, de fiscalité, alors même si ça va s'équilibrer, de facilité, etc., il y a un côté militant actuellement à vouloir mettre un bien en location à l'année, quoi. Donc voilà, on n'est pas fou. Hein. Et donc cette aide, même si quelqu'un construit quelque chose de neuf, ça aurait été dommage de ne pas la donner, quoi. Enfin, voilà, clairement. Quoi. Moi, j'ai ce cas-là. Je vais avoir la chance d'avoir une maison neuve qui devrait profiter de cette aide, mais ce sera meublé. Donc comment ça se passe? Parce qu'il y a l'engagement des 3 ans. C'est tout pareil, ça. Ouais. Mais on a une sécurité pour 3 ans, on va pouvoir le conserver. Ouais. Si. Après, il y a 2, 3... c'est-à-dire que ça ne marche pas quand la location est pour un enfant, enfin pour votre fils ou votre fille, par exemple, ça marche pas. Alors on se dit c'est un peu couillon parce que on pourrait avoir un jeune qui paye son loyer, donc ça il faudrait réfléchir. Mais si on mettait ça, ça veut dire que toute personne qui loge son enfant pourrait venir demander 5 000 euros, quoi, en gros. Donc bon, là, voilà. Là, il y a des moments où on a enlevé des choses parce qu'on ne sait pas les sécuriser, en fait, ces règles-là, pour l'instant. Donc il y a cette règle-là qui a été enlevée. Et il y a une autre règle, c'est pour les sociétés qui payent l'impôt sur les sociétés, les CI qui vont payer l'impôt sur les sociétés. Et en gros, c'était de dire, genre un promoteur immobilier ou des vrais investisseurs qui veulent faire 15 apparts ou des choses comme ça, c'est pas notre cible. Notre cible, c'est d'aider les gens de l'île-Dieu qui sont en train d'essayer de faire des efforts, etc. Et alors le truc, c'est qu'on a, on a 2 dossiers de famille qui sont montés, ils sont des frères et sœurs, des choses comme ça, ils se sont montés ici avec l'impôt sur les sociétés pour faire un dossier avec 2, 3 studios et tout. Donc
là aussi, il y a des trucs où il faut qu'on améliore, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on trouvera à pouvoir augmenter les règles, mais en gardant l'esprit de ce qu'on veut faire, on essaiera de les ouvrir, quoi. Mais bon, voilà. Là, après, c'est des histoires de légalité, de ne pas se faire attaquer. On se retrouve, c'est complexe, en fait. De donner le 2000 € de la signature, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'abus? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre la fin soit du bail, soit du départ du locataire, s'il part au bout de 2 ans, par exemple? Je ne sais pas quoi te dire. Là, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en l'humanité. Non, mais il y a des moments où il faut avoir confiance, c'est tout. Aussi. Alors, on a fini donc sur cette aide communale, s'il n'y a pas d'autres questions. On va passer donc, après cette aide communale, aux obligations et aux avantages fiscaux donc, concernant la location. Alors, cette slide concerne ce qu'on appelle les micro-régimes. Donc, en location meublée, c'est pour des recettes inférieures à 23 000 € et 15 000 € en vide. Est-ce que vous souhaitez que je développe? Donc, aujourd'hui, la fiscalité en location meublée en micro-régime est plus intéressante car elle permet en fait donc un abattement de 50% sur les recettes. En revanche, il y a plus de contraintes administratives. L'idée, c'est qu'un logement meublé, il y a plus de frais parce qu'il y a un mobilier à entretenir. Tout ce qui est sur l'inventaire est à la charge du propriétaire en cas de casse pour cause de vétusté ou autre. Et à l'origine, c'était pour un bail qui était destiné à être occupé un peu provisoirement. Donc, c'était un petit peu en dépannage, la construction d'une maison ou autre. J'entends la réalité est ailleurs. Mais ceci explique que en location meublée, fiscalement, vous devenez un loueur de meublé non professionnel si vos recettes sont inférieures à 23 000 €. Vos revenus seront catégorisés dans les bénéfices industriels et commerciaux. C'est-à-dire qu'il y aura une annexe à remplir au niveau de l'impôt sur le revenu et vous seriez susceptible de la contribution foncière des entreprises. À la conclusion du contrat, il faut obtenir un numéro SIRET que vous pouvez obtenir sur le site INPI Formalité, déclarer cette activité de loueur de meublé non professionnel qui s'active en fait au jour de la prise d'effet du bail. Tout le monde était au courant. En location vide, eh bien, il y a moins de formalités car c'est la déclaration commune. Il faut juste rajouter dans une case 4BE en fait, l'intégralité de vos recettes et automatiquement l'administration fiscale fait un abattement de 30% pour vous imposer sur votre revenu global. Et l'administration fiscale aussi se base sur la base de vos déclarations de vous demander les prélèvements sociaux obligatoires, donc la CSG et CRDS, donc, qui vous est demandé lorsque vous recevrez votre avis d'apposition sur l'année suivante, qui est calculé en fait sur vos revenus. Bien évidemment, en cas de complexité de votre situation, par exemple plusieurs biens locatifs, si vos recettes excèdent les seuils, il y a toujours la possibilité donc de déclarer au réel, c'est-à-dire qu'en revenus figureront l'intégralité de vos loyers et vous devez décompter et justifier de l'intégralité des charges liées à cette possession, à ce logement. Concrètement, c'est tout ce qui est donc taxes foncières, c'est intérêt d'emprunt, si vous êtes concerné, c'est frais d'agence. Si vous le mettez en location aussi, si vous passez par un professionnel pour faire un état des lieux, si vous payez une assurance loyer, une garantie loyer impayé privé, vous pouvez le déduire.
Et ça peut être intéressant en fonction de votre situation. Sur notre site anil.org, dans la rubrique outils, il y a un simulateur, donc investissement locatif, qui est un logiciel sur lequel vous pouvez rentrer les données indiquées, c'est-à-dire le montant des loyers, des charges, intérêts d'emprunt, et ça vous calcule un petit peu votre prévision, votre impôt actuellement payé avec la composition du foyer fiscal, ça vous calcule un petit peu votre impôt. Voilà, ça peut vous donner des pistes. Non, c'est pas pareil. Alors aujourd'hui, c'est toujours 50, mais en effet, ils ont parlé en fait d'aligner l'abattement de 50 à 30%. Après, comme je vous l'ai dit, à l'origine, le meublé avait une certaine conception, donc c'est pas sûr. C'est uniquement à ce jour. C'est ça. Oui. Ah bah, je suis pas législateur, hein, je sais pas. Il risque sur les taux, on va dire, ils se sont mis d'accord. Maintenant, ça passe au Sénat et on risque de voir sur les taux, tout ça, ça risque de bouger, honnêtement. Oui. Leur but, c'est d'équilibrer pour ne plus avoir un truc injuste d'un bord. Mais les taux, c'est là où ils vont négocier. C'est de la négoce, là, j'ai envie de dire. À un moment donné, ils parlaient de 40% pour tout le monde. Là, ils étaient sur 30%. Bon. Non, ça passe pas. Là, c'est vraiment pour le premier. Ouais. Aujourd'hui, l'administration fiscale, ou en tout cas les ministres, proposent plus des incitations fiscales telles que l'OC-avantage. C'est-à-dire que c'est une réduction d'impôts. Si vous vous engagez à mettre en location un bien pendant au moins 6 ans, à un prix inférieur au marché locatif de l'ordre de 15%. On va faire une simulation, il y a un exemple chiffré. Et l'idée, c'est de réserver à des locataires qui n'ont pas énormément de revenus. Mais si vous voulez bien aller slice 24, on va tout de suite voir les plafonds des ressources des locataires. Donc, vous voyez, il y a LOC 1, LOC 2, LOC 3. En fait, ce sont donc les 3 catégories c'est un dispositif qui propose une réduction fiscale, c'est-à-dire que vous déduisez de vos impôts le montant. Moins vous louez cher, plus la réduction d'impôt est intéressante. A priori, c'est peut-être pas intéressant pour quelqu'un qui s'est endetté pour mettre un premier locatif, mais pour quelqu'un qui veut faire d'optimisation fiscale, qui a déjà plusieurs biens, qui veut juste conserver du bien dans son patrimoine sans trop payer d'impôts, ça peut être une piste. Ah ben justement, est-ce que vous trouvez qu'une personne en couple avec un enfant loué qui ait un revenu donc inférieur à 54 000 euros, c'est du social? Par contre, si vous voulez bénéficier, alors je ne me souviens plus des chiffres, je crois que c'est 45% de loyer, là on tombe sur la même composition familiale à 24 000 euros. D'accord? Donc, c'est pas toujours du social. Concrètement, pour revenir, page 25, on a vu que le plafond des ressources, il était tout à fait raisonnable. Maintenant, au niveau du loyer un petit peu inférieur, il est prévu par la loi, c'est sur le site monprojetana.gouv, vous rentrez l'adresse du bien et vous obtenez ce que l'État considère comme un loyer inférieur à 15% du loyer normal. Là, dans notre exemple, que j'ai oublié, c'était un T3 de 71 mètres carrés, de 72 mètres carrés. On est pour un loyer de 684 euros.
Je le précise, je pense que c'est plus pour conserver du patrimoine sans trop payer d'impôts. De toute façon, on est d'accord. En fait, par rapport à l'île-dieu, si vous voulez, quand on commence à un peu avancer, à maîtriser un peu le diagnostic de ce qui se passe à l'île-dieu, c'est que vous prenez ce qui se passe en face, même en bord de mer, même dans le sud-ouest, même en Bretagne, et puis vous faites x3 tous les problèmes et vous arrivez à l'île-dieu, en gros. On est d'accord, hein, en gros, c'est ça. Hein. Quand je sais pas moi, quand il parle du meublé de tourisme, quand le gouvernement il dit c'est 9 000 € le revenu moyen du meublé de tourisme en France, ici c'est pas ça. Quand il parle du coût de la construction, chez nous c'est pas ça non plus. Et tout est comme ça. Donc en fait, les règles qui existent, elles sont bien, mais elles sont plus adaptées à ce que nous vivons, quoi. Et donc c'est aussi pour ça qu'on essaye de rajouter des trucs tant qu'on peut, ce qu'on a le droit de faire, parce que globalement, on n'a pas le droit de donner de l'argent public comme on veut à tout bout de champ. Et l'autre chose, c'est pour ça qu'on essaye de se battre. On fait des visios avec des députés, etc. actuellement, pour essayer de dire tout ce que vous mettez en place, vos règles, elles ne sont pas adaptées à nous. Il faut que vous compreniez que ça, c'est bien, mais ça ne marche pas. Voilà. Et bon, on rame, hein. Honnêtement, on rame. Mais une grosse partie du boulot qu'on fait, c'est d'essayer de faire comprendre en face que toute leur réflexion, elle est bonne, elle va dans le bon sens, mais il lui manque encore un étage pour arriver à nous aider, nous, quoi. C'est-à-dire que là, ce qu'ils ont changé, c'est bien. Ils veulent réguler la fiscalité, ils veulent l'équilibrer, c'est bien. Mais par contre, ils n'ont pas touché au réel. Les plafonds du logement l'année, ils n'y ont pas encore touché. Parce qu'en fait, ils sont au début, ils pataugent un peu aussi là. On sent qu'il n'y a pas une vision globale maîtrisée du gouvernement sur la crise du logement. Donc, il y a des trucs qui avancent, mais il n'y a pas de trucs cohérents. Et donc, d'un côté, ils enlèvent l'avantage pour le logement saisonnier en disant ça, c'est pas juste. Mais d'un autre côté, ils ne se penchent pas sur comment on pourrait mieux aider les gens qui font l'effort de louer à l'année, quoi. Ça va venir, mais on sent que ça marche que par... ils n'arrivent pas en disant, voilà, on a bien réfléchi, on a fait un truc. Non, c'est pas... bon, voilà. Oui, il y a plein... Ah bah oui, c'est fini, ça. Oui, c'est pas l'emprunt, c'est le coût. Oui. Mais justement, là, on est là pour balayer toutes les situations. Tout le monde n'est pas primo bailleur. Enfin, vous voyez, voilà. Donc, juste pour terminer sur mon exemple, c'est vrai que le loyer n'est pas très élevé, mais dit loyer pas très élevé, peu de revenus. Et ça vous permet d'obtenir une réduction d'impôt de 1 232 € tous les ans pendant 2 ans. Pendant 6 ans, pardon. Voilà. C'est Loc Avantage. Vous pouvez faire la simulation sur le site. Mais il y a des gens, si vous connaissez des gens qui ont qui ont par exemple des biens qui louent à l'année, et c'est des biens, on va dire, qui sont payés. Il y a des gens qui donc mettent des loyers qui ne sont pas très élevés, et il y a des gens à l'île-dieu qui pourraient rentrer là-dedans. Ça vaut le coup de regarder un peu autour de vous, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant et qui peuvent avoir droit à ça. Après, juste, je pense qu'il ne faut pas qu'on traîne. Oui, il reste un quart d'heure. On va en parler maintenant avec les associations Élise et Solia, qui sont là aussi, Mathias et Bruno, qui vont parler de la rénovation, justement, du logement locatif. Bonsoir. Alors, on va essayer d'aller vite, du coup, s'il nous reste un quart d'heure, mais... globalement, il existe un guichet unique donc de l'habitat avec la mairie qui se situe au pôle économique. Donc en fait, vous pouvez prendre un rendez-vous au guichet unique si vous avez un projet de rénovation énergétique de votre habitat ou même d'adaptation d'un logement qui est vieillissant. La commune apporte aussi une aide complémentaire à celle de MaPrimeRénov', donc c'est l'aide de l'État. On va vous détailler les nouveautés de 2024 parce qu'il y en a beaucoup et il faut s'accrocher même pour les professionnels du secteur.
Et vous avez aussi, en plus de ça, les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Donc ça, c'est toutes les entreprises polluantes, type Engie, Total, qui ont des obligations en fait à financer des travaux d'économie d'énergie. Donc ces aides-là, elles sont complémentaires et on va détailler dans la slide d'après, du coup, les aides 2024. Bonsoir. Donc tout à fait, il y a des nouveaux dispositifs au 1er janvier 2024. Il y a encore de l'inconnu, on n'a pas toutes les réponses autour de ces dispositifs. Maintenant, on a quand même des bonnes bases pour pouvoir vous les présenter. Juste déjà pour rappel, sur la base de ces dispositifs, étaient soumis à l'obligation de conventionnement via LOC Avantage jusqu'à fin 2023. Ce n'est désormais plus le cas. Donc, ce qui peut ouvrir aussi de nouvelles perspectives. Pour rappel aussi, dans un premier temps, avant de rentrer plus dans le détail des dispositifs, je vais un peu vous présenter le parcours d'un propriétaire occupant ou le parcours d'un propriétaire bailleur dans le cadre d'un accompagnement avec le guichet unique de l'habitat. Donc déjà, rappeler que l'accompagnement, il est gratuit. Notre présence, elle est financée par la commune de l'Île-Dieu. Et donc, ça va consister, dans un premier temps, à étudier votre éligibilité du point de vue de vos revenus. Et puis, ensuite, dans le cadre d'un rendez-vous en permanence, on va pouvoir échanger un peu plus sur le bien en question, les projets de travaux, et vous orienter plutôt vers ce qu'on appelle le parcours accompagné qui concerne plutôt de la rénovation globale ou le parcours non accompagné qui concerne plutôt de la rénovation geste par geste. À l'issue de ce rendez-vous en permanence, on va pouvoir réaliser une visite dans le bien en question et puis établir un rapport de visite avec des préconisations de travaux. Donc là, on va être plus s'orienter sur le parcours accompagné ensuite, puisque là, on va continuer à vous accompagner dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'à partir des préconisations de travaux qui vont être faites, vous allez pouvoir réaliser des devis, nous les transmettre, et nous, à partir de ça, de l'étude de ces devis, on va pouvoir établir un plan de financement prévisionnel. Ce plan de financement prévisionnel, il va vous donner le montant global du projet, les aides auxquelles vous allez pouvoir prétendre, et le reste à charge. Ça vous permet de savoir exactement dans quoi vous vous engagez. Suite à ça, c'est nous qui vous accompagnons, qui allons procéder au dépôt de dossier auprès des différents financeurs. Donc, vous n'êtes pas tout seul pour gérer tout ça. Et puis, on peut toujours être présent pendant la durée de la réalisation des travaux. Il y a un élément, par contre, qui est hyper important de connaître, c'est que la grande majorité des aides ne sont versées qu'à la fin des travaux, c'est-à-dire sur présentation des factures, etc. Ce qui nécessite un jeu de trésorerie qui n'est pas forcément négligeable. Donc, pour détailler plus particulièrement le parcours accompagné, donc, qui concerne plus de la rénovation globale, il est ouvert à tout type d'étiquette. Et donc oui, c'est une aide qui est calculée en pourcentage des travaux. On y reviendra sur la slide suivante. Mais l'idée, ça va être, dans le cadre du parcours accompagné, pour être éligible, pour que le projet de travaux soit éligible, d'avoir au moins 2 sauts d'étiquette. Exemple, si vous êtes en F, d'arriver en D. Et donc avec des plafonds de travaux et des taux de subvention qui vont varier en fonction du nombre d'étiquettes qu'on va sauter. Mais il en faut 2 minimum et il faudra 2 postes d'isolation à minima. Alors, c'est 2 postes d'isolation, pas à 100%, mais 25% pour chaque poste. Ensuite, il y a le parcours non accompagné, alors qui est encore ouvert à tous, mais qui, à partir du 1er juillet, ne sera ouvert que aux projets pour des étiquettes allant de A à E, c'est-à-dire que les F ou G seront obligés de suivre un parcours accompagné. Sur ce parcours non accompagné, il y a l'obligation de décarboner les systèmes de chauffage. Donc, le poste de travaux de chauffage, c'est un prérequis dans le cadre de ces aides-là. Une fois qu'on a fait le poste de travaux chauffage, ça peut être eau chaude sanitaire ou chauffage,
on va pouvoir accéder à des aides sur les autres types de travaux. Quand je parle des autres types de travaux, on intervient sur 5 types de travaux: chauffage, eau chaude sanitaire, isolation, menuiserie et ventilation. Dans ce cadre-là, il y aura fourniture du DPE obligatoire ou d'un audit réglementaire. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, concernant le financement, voilà, donc là, sur le parcours accompagné, sur le parcours non accompagné, là, il y a toute la liste des types de travaux et des aides auxquelles on peut prétendre par type de travaux. Ça, c'est consultable sur le site MaPrimeRénov'. Pour le parcours accompagné, en revanche, là, on voit qu'en fonction de vos catégories de revenus et du nombre de sauts de classe, on peut prétendre à des plafonds de travaux qui sont différents. Donc, les colonnes TMO, MO, Int et Sup correspondent à très modeste, modeste, intermédiaire et supérieur. Pardon ? Ah oui, tout à fait. On n'a pas les mêmes abréviations. Donc voilà, selon, comme je vous le disais, on ne va pas avoir les mêmes plafonds de travaux selon le nombre de sauts d'étiquettes. Et puis, là, on présente les financements de l'ANA. À ces financements-là, on va pouvoir aussi ajouter les financements de la région ou les financements de la commune, puisqu'il y a des aides complémentaires qui viennent s'ajouter. Et c'est notre rôle, dans le cadre du guichet unique, de vous accompagner et de solliciter pour vous ces différents dispositifs d'aide possibles. On va passer donc à une petite question. Je voulais savoir, par rapport à MaPrimeRénov', au niveau des entreprises, après que vous sollicitez par le biais de devis, il faut qu'elles soient RGE automatiquement ou pas? Exactement. Aujourd'hui, il faut qu'elles soient RGE obligatoirement. C'est le cadre qui est défini. Ça présente des avantages en termes de garantie. Mais ça présente aussi des difficultés parce que dans une période où les carnets de commandes sont plutôt pleins pour les artisans, aller devoir faire la formation RGE, s'exposer potentiellement à des contrôles derrière, etc., c'est pas toujours intéressant pour un artisan qui a déjà largement de quoi faire en termes de travail. C'est d'autres cas sur l'Île-Dieu, en fait. Exactement. On est bien au fait de ça. Il y a déjà eu des rencontres avec les artisans pour évoquer cette problématique. On sait que c'est une problématique nationale qui est particulièrement marquée sur l'Île-Dieu, mais qu'on constate à l'échelle nationale. Dans la mesure où l'État a mis quelques milliards et a augmenté largement son budget pour permettre les sorties de passoires et permettre la rénovation énergétique, il va falloir qu'on ait des artisans qui soient en capacité de faire le travail derrière. Mais il n'est pas exclu, dans les réflexions qu'on entend actuellement, c'est qu'il n'est pas exclu que tout artisan soit obligé désormais de passer par le cadre RGE. J'entends, mais ouais, bien sûr, c'est pas moi qui fais la loi, monsieur. Ils en veulent pas parce que c'est pas une histoire d'être contraignant. C'est que il faut financer le truc, et l'autre chose, c'est que c'est pour la résidence principale. Donc, si tu as 90% de contrats sur de la résidence secondaire, tu n'as pas besoin d'être RGE. En fait, tu vas devenir RGE juste parce que tu vas bosser 5 jours sur une résidence principale. Donc voilà, on en a quelques-uns, l'Île-Dieu, qui sont RGE, il faut quand même le dire. Oui, non mais voilà, parce que eux ont comme cible d'aller travailler pour des jeunes de l'Île-Dieu, donc ils font de la résidence principale. On a des poseurs de poêles aussi, etc. C'est tout ce qui est rénovation énergétique. Oui. Si vous venez en conseil, on a un tableau en fait de suivi avec les artisans. Alors on essaie de suivre ceux qui renouvellent ou pas aussi, parce que bon, voilà. Mais on peut vous conseiller là-dessus. On a un devoir de neutralité évidemment, donc on vous donnera une liste et ce sera à vous de faire les devis en fonction donc de tout ça. Non.
On va passer à une autre question. Donc pour vous dire que l'an dernier, on a, avec vous, mis en place un système de chauffage poêle à peler dans une résidence louée à l'année, en fait, que ça s'est super bien passé, que ça m'a quasiment rien coûté, donc que mon locataire est absolument ravi d'avoir un poêle à peler, et que, voilà, c'est juste qu'on a critiqué un peu, donc là, non, c'était très bien. Merci des retours positifs. Merci pour ce retour d'expérience. Et j'en rajoute une petite couche sur le fait que, quand bien même vous vous dites, c'est pas pour moi, ça va me coûter quand même cher à la fin, je sais pas où je vais, etc. Et notamment par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, madame, sur le fait que si on est en F, bah, ça va coûter hyper cher et on pourra pas s'en sortir derrière si on doit respecter des nouvelles normes en termes d'étiquette. L'accompagnement, il est gratuit. Venez, sollicitez-nous, venez nous voir. On va pouvoir réaliser une visite, faire des préconisations de travaux et établir un plan de financement qui va vous permettre de voir si réellement, aujourd'hui, c'est infaisable ou pas. Mais ça vaut le coup d'essayer. Bonsoir. Dans votre tableau, en bas, c'est noté écrêtement avec un pourcentage. Est-ce que vous pouvez expliquer Alors, le montant des travaux, il est fixé en fonction du montant hors taxe, donc sur les devis, par exemple. Sauf que vous avez un écrêtement qui est fait en cumul de toutes les aides. Donc là, j'ai parlé MaPrimeRénov', mais vous avez aussi l'aide de la mairie et vous avez aussi les C2E dont je parlais tout à l'heure. Il ne faut pas que les aides en TTC dépassent le pourcentage en fonction de vos revenus que vous voyez là. Voilà. C'est tout. C'est le cumul, en fait, ça explique juste le cumul des aides par rapport à ça. Et donc, bah, ça tombe bien, c'est les exemples, je crois, juste après. Parfait. Donc, premier exemple. On est sur une maison de 1949. Donc, pour les deux exemples, ça sera la même maison. 72 mètres carrés, vraiment pas isolée, avec des murs en pierre, etc. Donc, je pense que ça parle à de nombreux d'entre vous. Menuiserie, donc double vitrage en bois, donc double vitrage ancien. Donc, pas d'isolation. Une chaudière électrique ancienne sur radiateur en fonte. Pas de régulation. Un ballon électrique ancien aussi. Pas de ventilation. Un propriétaire bailleur avec des revenus intermédiaires. Donc là, en fait, les critères de revenus, ils sont aussi en fonction du nombre de personnes dans le foyer, etc. Donc ça, on verra avec vous les critères aussi de classement de vos revenus fiscaux. Mais cette personne est revenu intermédiaire. Donc l'étiquette du logement est en G, donc la plus basse. Et pour 3 personnes, on estime une facture énergétique à 4 700 € sur une année. Donc c'est assez conséquent. Il y a une question ? Non, c'est une remarque. Pour le projet de travaux. Donc là, on a fait 2 scénarios. Le premier scénario, donc sur cette page-là, c'est en 2 temps. Premier temps, remplacer donc les menuiseries et refaire l'étanchéité à l'air du coup autour de ces menuiseries. Le deuxième travaux, c'est pompe à chaleur, RO, avec donc des radiateurs. Donc on peut garder potentiellement les radiateurs en fonte avec une nouvelle régulation cette fois. Ça amène quoi? Ça amène des gains énergétiques de 63%. On atteint l'étiquette E. Donc pour ceux qui ont suivi tout à l'heure, l'étiquette E en location aussi va être limitée potentiellement dans le temps. On parlait de 2028, ça peut être décalé plus tard. Donc il faut aussi avoir ça en tête. Il faut aussi se dire que par rapport aux aides qu'on a vues tout à l'heure, en fait, ces 2 travaux-là ne permettent pas d'être en parcours accompagné parce qu'il faut de l'isolation dans les travaux. Il faut au moins 2 types d'isolation. Donc là, les menuiseries, mais aussi les murs ou alors les combles ou alors le sol en plus. Donc là, en fait, pour les aides, donc on baisse les factures énergétiques, on les baisse à 2 000 €. Par rapport à 4 000 €, en fait, on a 2 400 € de différence. On parlait aussi tout à l'heure de 50% qui peuvent être déduits. Donc ça, c'est la loi par rapport au loyer, enfin qui peuvent être déduits. Vous pouvez augmenter le loyer en fonction de ce gain-là d'économie financier. Le coût des travaux. Alors, avant d'avancer des chiffres, nous, on demande toujours aux particuliers de demander des devis. Donc, nous, on essaye de jongler avec tout ça. Mais on pourrait estimer à 30 000 € de TTC ces travaux-là. C'est hyper intéressant. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas artisan, c'est bien ce que je dis. Ouais. Il faut demander des devis. Des devis qu'on a déjà eu d'expérience. Oui. Pas forcément. Pas forcément. Nous, on a un devoir de neutralité. La liste, elle peut aussi vous amener sur des entreprises du continent, mais qui sont RGE et qui peuvent intervenir ici aussi. Donc après, c'est des choix à vous de faire. Après, c'est des choix à vous. Pour les aides, donc là, on a l'aide de la mairie par rapport aux travaux de rénovation. Donc eux, ils sont en fonction du gain énergétique
avec des plafonds à chaque fois en fonction du gain que vous avez. Donc là, ça équivaudrait à 7 000 €. On a parlé de l'aide de la remise en location en 3 ans, donc 5 000 € en fixe et il y a de la part variable, donc là c'est 2 160 €. Les C2E, 697 €, ça c'est à chaque fois variable, il faut aller chercher les aides soi-même en fait sur des sites qu'on vous donne, mais c'est une estimation. Et ma prime rénov, donc là c'est du geste par geste à 3 600 €. Donc on atteint un total d'aide de 18 000, presque 500 €. Ça fait un reste à charge de 11 500. Ça, ce reste à charge, vous pouvez aller le chercher en éco-PTZ, en éco-prêt à taux zéro. Donc c'est-à-dire auprès d'une banque en prêt à taux zéro du coup. Concrètement, ce projet-là, il peut être intéressant. Par contre, on a vu la limite de l'étiquette. Si on atteint une étiquette E, on peut avoir une limite dans quelques années aussi de remise en location. Et donc, c'est ce qu'on va voir après dans le scénario, on va dire, envisagé de manière idéale pour des énergéticiens comme nous. Sur la dernière page. Donc, c'est la même maison. On a la même étiquette de départ, G, les mêmes factures estimées. Mais par contre, le projet de rénovation, on va le faire en 4 temps. Donc, à nouveau, les deux premiers, ce sont les mêmes. Donc, les menuiseries, la pompe à chaleur. Par contre, on va rajouter de l'isolation. Donc, plafond plus isolation des murs. Là, le point 5. Et vu que la maison n'était pas en fait avec une ventilation mécanique, on va rajouter une ventilation. Plus une maison est étanche, plus il faut la ventiler pour éviter les condensations dans les murs, etc. aussi. C'est la logique. Et donc là, on atteint 87% de gain énergétique pour une étiquette B. Donc là, on est en BBC. La facture énergétique annuelle est estimée à 1 000 € environ. Donc là, c'est moins 80% par rapport à la situation initiale. Donc vous voyez que si on isole en plus par rapport à la situation initiale, avec un peu de ventilation, on passe d'une étiquette E à une étiquette B. Donc vous voyez que pousser les rénovations un peu plus loin que ce qu'on peut imaginer à la base, ça peut être intéressant. Par contre, le coût des travaux, je vais avoir une remarque, mais 50 000 €, c'est estimé aussi. C'est un budget global. Bon, peut-être impossible, mais voilà, c'est à estimer aussi en fonction des devis que vous pouvez avoir. En l'occurrence, les aides, elles seront celles-là, 7 000 € de la mairie. Pareil pour la remise en location. Par contre, ma prime rénov accompagnée. Donc là, c'est effectivement la question sur l'écrêtement. Parce que le pourcentage qui est calculé donc en hors taxe par rapport aux travaux nous mettrait en fait des aides supplémentaires par rapport aux 15 000 € que j'ai mis. Sauf qu'on peut atteindre que 30 000 € par rapport à l'écrêtement de la personne qui est en situation intermédiaire. Donc en fait, le calcul, c'est juste une différence entre les aides qui sont déjà là et l'écrêtement maximum. C'est clair ? Et donc, le reste à charge de 20 000 €, on peut aller chercher aussi en éco-PTZ. Ça veut dire quoi ? Entre une maison en location en étiquette E avec un reste à charge à 11 500 € ou une maison en étiquette B en location avec un reste à charge à 20 000 € en éco-PTZ, on voit la différence du coup derrière pour aussi le locataire en confort et en facture annuelle, puisqu'on n'est plus qu'à 1 000 € de facture annuelle estimée. Voilà. C'est pour vous donner des exemples. Nous, on vous accompagne en fait dans ce parcours-là. Si vous venez nous voir, on prend un rendez-vous en fait. Et en fonction de tout ça, on vient chez vous et on fait ces scénarios de rénovation. On peut vous dire, premier scénario, ça va faire tant de gains, deuxième scénario, etc., etc. Pour ce parcours accompagné, il vous faut un audit énergétique. Et donc ça, la mairie aussi peut, si le parcours il est complet, il peut être pris en charge. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être prises en charge si jamais on fait des rénovations performantes. Voilà, c'était à peu près le discours sur les types de rénovation. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Question, on n'a plus beaucoup de temps, alors on va faire vite. Oui. Alors, la loi a dit que c'est les artisans RGE qui doivent faire les travaux. Par contre, si vous arrivez avec des factures d'artisans qui ont dit qu'ils ont fait les travaux, c'est la loi dit fourniture et pose. Donc nous, on est juste là pour rappeler, c'est pareil que madame, mais à vous de voir. En fait, on a rencontré les artisans, on a fait une réunion avec les artisans il n'y a pas longtemps pour essayer de trouver des choses par rapport à l'autoconstruction qui est en train de bloquer parce que voilà, ça devient compliqué aussi. Et en essayant de dire, mais si par exemple, je vais dire un truc, on fait une coopérative, vous êtes dedans, les architectes sont dedans et vous venez valider ce que fait un couple en autoconstruction. On est là au début, on les accompagne, mais on ne fait pas. Bon, même ça, ils ne peuvent pas. Parce qu'en fait, les histoires de décennales, d'engager leurs assurances, il faut qu'il y ait de la main-d'œuvre.
Et s'ils ne facturent pas, eux, la pose ou la fabrication, en fait, ils ne peuvent pas la garantir et il n'y a pas d'assurance derrière qui suit. Donc, ils sont bloqués là-dessus. Ils ne seraient pas contre, en plus, jouer le jeu, on va dire, mais là-dessus, alors on a dit qu'on allait se revoir pour essayer de trouver une solution, mais globalement, ça bloque quoi, là-dessus. Après, juste pour finir sur ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que par rapport à il y a quelques années, là, l'État met beaucoup d'argent, beaucoup d'aide. Avant, je vais caricaturer, mais les gens, des fois, ils faisaient des dossiers gros comme ça parce qu'ils changeaient leurs fenêtres et on leur donnait 250 balles. Là, ils veulent plus. En gros, le truc, c'est vous changez 4 fenêtres, ça sert à rien. On vous aide pas parce que finalement, on a toujours la même déperdition d'énergie, donc de toute façon, on n'améliore pas l'environnement, on n'améliore rien du tout. Par contre, si vous avez un gros changement, où là, vous dites, cette maison-là, enfin, elle consomme moins, elle est moins énergivore, etc., là, on met le paquet. Et donc, c'est en train de changer. Donc, avec tout ça, ce qui n'était pas jouable encore il n'y a pas si longtemps, même à l'Île-Dieu, avec le coût, tout ça, est en train de devenir peut-être possible. Là, il y a 2-3 personnes qui ont de l'Île-Dieu, là, qui, eux, ont acheté des vieilles maisons. Et donc, c'est leur résidence principale. Et en fait, jusqu'à présent, ils se disaient, de toute façon, je vais tout faire. Finalement, ils sont en train de voir pour des accompagnements. Et peut-être qu'en fait, ils vont faire, finalement, malgré, parce que l'aide, elle est vraiment valable. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que comme il faut, si j'ai bien tout compris, mobiliser deux isolations, enfin, c'est-à-dire que même sur un gros projet, vous vous dites, bon, c'est très cher, mais comme je dois mobiliser 2 isolations, peut-être qu'en faisant faire ce qui est le plus compliqué à quelqu'un, limite, je sais pas moi, l'isolation des combles, je la fais, c'est pas compliqué. Par contre, changer mes ouvertures, refaire les murs, etc., je fais faire. Et finalement, ça peut marcher. Donc ça, il faut l'intégrer, que les choses, elles bougent beaucoup plutôt dans le bon sens pour les gros chantiers. Et il faut plus dire, ça sert à rien. De toute façon, chez nous, c'est je fais moi-même parce que c'est trop cher. Là, il y a peut-être un truc à creuser, quoi. Là, il faut qu'on travaille, mais pour l'instant, on ne sait pas encore comment. Mais ça fait partie des idées qu'il faudrait creuser. Ouais. Juste une question, si vous permettez, sur l'accompagnement. Parce que c'est qui accompagne? C'est un bureau d'études dédié? Comment ça fonctionne? Parce que pour le montant des travaux, on n'aura jamais un bureau d'études pour accompagner des travaux aussi faibles. Ça n'a pas de sens. Si, c'est eux. Nous. C'est eux qui? Alors. Ah ouais, attends. On ne s'est pas présenté peut-être. Mais... Oui, c'est ça que je voudrais savoir. Ok. Merci. Alors, moi, donc Mathias Belli, je travaille pour l'association Élise. Donc, on est basé à La Roche-sur-Yon. Et l'association Élise, en plus d'une association, c'est aussi un bureau d'études RGE. Donc, ça tombe bien pour vous. Enfin, on est mandaté par la mairie pour vous accompagner. Donc, ce qu'on peut faire, c'est effectivement un audit énergétique chez vous, pris en charge, en fonction évidemment de l'ambition de la rénovation. Et après, on vous accompagne justement dans l'instruction des dossiers, comme disait Bruno tout à l'heure, jusqu'à la réception des travaux. À la réception des travaux, on revient aussi avec une grille d'évaluation, là, sur ce parcours accompagné, pour vérifier que les travaux sont bien faits, etc., en fonction de l'état qu'on s'était dit à la base, au début des travaux. Donc tout ce parcours-là, c'est un parcours accompagné par des bureaux d'études RGE qui sont certifiés maintenant Mon Accompagnateur Rénov'. Et donc vous pouvez en trouver, il y a une liste sur Internet, mais vous avez la chance d'avoir des parcours qui sont payés par la mairie, du coup, par ces structures-là. Donc moi, c'est pour l'association Élise et Bruno pour l'association Solia. Oui. Voilà, c'est nous qui sommes bureau d'études et on est en capacité de faire une photo à l'état initial pour dire que ça sera telle étiquette à l'état initial. Et avec nos logiciels de calcul, on dit que ces travaux-là vous amènent à telle étiquette. Et donc, on vous accompagne là-dedans jusqu'à la fin. C'est pris en charge, voilà, effectivement. Oui. C'est nous qu'on paye. Donc Bruno, si tu peux présenter l'association Solia, du coup. Oui, tout à fait. L'association Solia est mon accompagnateur Rénov', comme Élise. Nous, on est organisé régionalement, donc on intervient sur le territoire vendéen via nos bureaux à La Roche-sur-Yon. On intervient avec Solia sur différentes thématiques, la thématique rénovation énergétique d'une part, mais aussi on a un pôle social important à La Roche-sur-Yon. On fait
On fait de l'accompagnement social beaucoup sur différentes thématiques en lien avec le conseil départemental. Et il y a un autre volet qui est important sur lequel on travaille beaucoup, c'est l'adaptation des logements. L'adaptation au handicap ou l'adaptation au vieillissement. C'est une problématique majeure liée au vieillissement de la population en France. Aujourd'hui, il y a des dispositifs d'aide qui sont là aussi revus à la hausse cette année, qui sont hyper incitatifs, hyper intéressants et qui peuvent concerner énormément de monde. On fait beaucoup, pour vous donner un exemple, on fait beaucoup d'adaptations de salles de bain du fait de personnes qui vont plus être en capacité de monter dans leur baignoire, donc de transformation de baignoire en douche extra plate. Et puis, on peut intervenir de la même manière via un rendez-vous en permanence, une visite à domicile, et on va pouvoir, là, de la même manière, construire un projet. Sur l'adaptation au vieillissement, le nouveau cadre définit un accompagnement possible à partir de 60 ans. On parle bien d'adaptation préventive aussi. On n'attend pas de plus être en capacité de pouvoir se laver pour se dire qu'il faudrait peut-être qu'on monte un dossier. Voilà, c'est vraiment intéressant. Parlez-en autour de vous, parce que c'est des dispositifs qui sont très, très méconnus et pour autant qui peuvent aider beaucoup de personnes, des personnes âgées et notamment des personnes qui ont des petites retraites et qui restent vivre chez elles dans des conditions vraiment difficiles. Donc nos deux structures sont complémentaires en fonction des revenus. Soit vous allez avoir un accompagnement d'Élise, donc de mon association, soit de l'association de Solia, l'association de Bruno. Voilà, donc les trois associations, donc la DIL, Solia et Élise, sont basées donc en Vendée. Très facile à contacter, ils viennent régulièrement aussi sur l'île-Dieu, voilà, donc connaissent bien le sujet. Merci Julie, Bruno et Mathias, donc des associations. Emmanuel Maillard, peut-être un petit mot pour la fin, une petite conclusion rapide. Oui, merci pour les échanges. Juste un truc, c'est que il faut que vous suiviez l'actualité, parce qu'en fait, il va se passer plein de choses, quoi. C'est-à-dire que la loi qui avait passé lundi, elle passe au Sénat, elle va revenir. Donc elle est là, vous pouvez la lire ce soir, mais ça se trouve, elle va changer dans les 3 mois à venir. L'État a annoncé une grande loi sur le logement pour le printemps 2024. Donc ça veut dire qu'ils vont changer. Gabriel Attal a dit qu'il allait s'occuper de la prime rénov dans son discours de mardi et du DPE. Ça veut dire que ça aussi, ça va changer sur cette année. Donc, il faut suivre, à mon avis, de ce qui va se passer sur les mois à venir, quoi. Ça, c'est évident. Et sur la loi sur le logement, quand on parlait de la spécificité de nos problèmes et donc de la spécificité qu'il faudrait sur les solutions, nous, ce qu'on essaye en appelant, en contactant des députés, c'est de faire partie des groupes de travail qu'il va y avoir au printemps sur la préparation de la loi du logement. On veut essayer qu'il y ait au moins l'île-Dieu qui soit reçu à l'Assemblée, parce que sinon ils vont mettre des règles, mais elles ne seront pas adaptées aux îles. Enfin, ou elles seront jamais. Ils vont mettre des règles, mais ils oublieront l'alinéa d'adaptabilité pour nous, quoi. Donc voilà. Donc ça, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure dans la 3e table ronde qui arrive. Donc à vos alentours de 20h30. On va parler des bilans et des perspectives, donc des actions communales mises en place pour le logement, donc à 20h30 aux alentours, quoi. Merci à tous.